Bonjour à tous, bon midi. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Les gens se joignent à nous. Donc, bonjour, prenez le temps de vous assurer que tout fonctionne bien. On vous demanderait de fermer vos micros. Merci. Donc, bonjour. On va commencer dans un instant. Donc, bonjour, bon midi et bienvenue à ce midi-causerie de l'Institut EDS. On est bien content. C'est en collaboration aujourd'hui avec le réseau UNICE, un réseau international étudiant pour le climat. Juste pour s'assurer que tout le monde ait une belle expérience, là, puis qu'on ait l'impression d'être ensemble là, dans un même endroit, on vous demanderait, là, comme vous l'avez fait, d'ouvrir vos caméras, mais de laisser vos micros fermés pour l'instant. Merci, Jason. Moi, je m'appelle Christian Bergeron-Côté. Je suis responsable de la programmation du réseau UNICE. Jason, mon collègue, occupe une fonction semblable pour l'Institut EDS. Je suis bien content de pouvoir unir nos forces pour présenter cet événement aujourd'hui. Partout sur la planète, tant sur le campus que dans la société en général, les étudiants et étudiantes se mobilisent. À travers leurs cours, leurs projets de recherche ou leurs initiatives entrepreneuriales et citoyennes, ils ou elles s'impliquent de plus en plus dans l'action en faveur du climat. Ils ou elles veulent que les choses changent et ils ou elles veulent participer à ce changement. Le Réseau international étudiant pour le climat, UNICE, est une communauté de pratique où les étudiants et étudiantes universitaires du monde convergent pour partager, apprendre, collaborer et agir ensemble pour le climat. Merci Edem qui a mis un petit descriptif là, du réseau dans le boîtier de clavardage. Adhérer au réseau UNICE donne la possibilité à des étudiants et étudiantes universitaires de rejoindre une communauté internationale dynamique, soudée et proactive, mobilisée autour d'un élan commun visant à faire face aux enjeux climatiques actuels et à transformer les campus et sociétés. L'Institut EDS, quant à lui, joue un rôle de catalyseur et de carrefour afin d'améliorer la diffusion des connaissances de l'Université Laval dans le domaine de l'environnement et du développement durable. L'Institut, vous le savez, pour la plupart, ça rassemble des membres chercheurs, des étudiants, des centres de recherche de l'Université Laval, puis aussi des organisations, des centres de recherche de l'extérieur. Donc, si vous êtes intéressé à devenir membre, par exemple, si vous êtes étudiant là, ici à l'Université Laval, mon collègue Edem va vous partager le lien vers le site Internet de l'Institut où vous allez pouvoir naviguer là, puis trouver vraiment là, dans le comment devenir membre. Là. Donc, ça va vous aider si ça vous intéresse. Donc, aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour connaître des pistes pour mieux communiquer et favoriser l'engagement de la population pour s'adapter face au changement climatique. Nous nous demandons donc comment encourager la mobilisation entourant la lutte contre les changements climatiques. Dans un esprit d'amitié et de solidarité, l'Université Laval, où nos bureaux se situent, rend hommage aux premiers peuples de ces lieux, étant à la croisée du Niuwencio, du Ntakina, du Nitaskinan, et du Wallastokuk. Nous honorons nos relations les uns avec les autres. Sur ce, je cède la parole à Dr. Maxime Boivin, chercheuse en changement climatique à l'Institut national de santé publique du Québec et professeur associé au département d'information et de communication de l'Université Laval. Bonjour, merci beaucoup Christian et Jason, c'est très apprécié. Je vais vous partager mon écran comme ça pour la présentation, ça sera plus simple. Donc, merci beaucoup d'être ici pour discuter de la manière dont les changements climatiques nous affectent tous, puis de la manière dont nos communications peuvent favoriser l'engagement en matière d'environnement, puis particulièrement d'adaptation au changement climatique. Les constats dont on va parler aujourd'hui découlent d'un projet de recherche réalisé en intersectorialité avec plusieurs experts en communication des changements climatiques de différentes organisations. Comme vous pouvez le voir, il manque
Je m'excuse, j'ai apparemment effacé la slide avec les co-chercheurs, mais donc on a Éric Lachapelle de l'Université de Montréal, Valériane Champagne-Saint-Arnaud de l'Université Laval, et puis Mélissa Généreux de l'Université de Sherbrooke qui était co-chercheur avec moi. Je leur demande de m'excuser pour cette erreur-là. On a aussi travaillé avec beaucoup d'étudiants et de professionnels, comme vous pouvez le voir ici. Le projet qui s'intitulait « Comment communiquer sur l'adaptation des changements climatiques dans un contexte de pandémie au Québec » a été financé par Ouranos principalement. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a fait ce projet-là? Puis à quoi ça sert de vous en parler aujourd'hui? Donc, comme on le sait, les changements climatiques sont déjà bien présents, même au Québec, et puis leurs impacts n'arrêtent pas de prendre de l'ampleur. On fait donc face à une situation où tous les acteurs de la société peuvent avoir un impact sur les changements climatiques et doivent se mobiliser à travers le soutien puis l'adoption de mesures d'adaptation et d'atténuation. Sauf que ce n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire de mobiliser ces acteurs-là. Par exemple, au sein de la population québécoise, on note un écart persistant entre les fortes préoccupations à l'égard des changements climatiques et la faible volonté d'adhérer à des comportements concrets pour les prévenir. En plus de ça, il faut aussi rappeler qu'on se situe dans un contexte assez complexe pour la mobilisation relative au changement climatique. Donc, d'un côté, on a la pandémie qui nous a fortement marqués, notamment en réduisant la tolérance au changement et à l'incertitude. Puis d'un autre côté, on doit aussi prendre en compte tous les efforts de communication puis de mobilisation sur les changements climatiques qui se côtoient déjà dans l'espace public, qui génèrent différents impacts comme de la fatigue climatique, des mécanismes de résistance au changement ou une fragilisation de la santé mentale, notamment à travers l'augmentation de l'éco-anxiété, par exemple. Pour faire face à tout ça, des bonnes pratiques de communication peuvent aider à favoriser le soutien puis l'engagement en matière de changement climatique, tout en réduisant les effets négatifs potentiels sur la santé mentale. Mais il faut connaître ces stratégies-là pour être capable de les mobiliser, et c'est donc ce qu'on a tenté de faire à travers cette étude-là. Les objectifs du projet, donc, on a voulu établir de l'état des connaissances sur la communication de l'adaptation des changements climatiques. On a réalisé une revue de littérature. On a voulu regarder l'évolution de la communication médiatique des changements climatiques avant et après et pendant la COVID. On a réalisé donc une recension médiatique. Je vais vous épargner les détails méthodologiques. Là, ils vont être présents dans la présentation, puis je vais y faire référence à quelques moments, mais je ne rentrerai pas en détail pour nous économiser du temps, puis se concentrer davantage sur les résultats et les recommandations. On a aussi regardé l'état psychologique de la population ainsi que les freins et opportunités à l'engagement climatique à travers 4 enquêtes populationnelles. On a aussi regardé l'efficacité d'outils de communication à travers 2 études, 2 sondages expérimentaux. Puis à la fin, on va vous présenter donc les résultats. La méthodologie est résumée ici. Vous pourrez prendre le temps de regarder plus en détail si vous le souhaitez par après, il n'y a pas de problème. Hein? Oui, et les détails sont là aussi. Voilà. Donc, pour commencer, je vais vous présenter les principaux constats qui sortent de notre étude en abordant tout d'abord la communication actuelle des changements climatiques dans l'espace public. Pour commencer, c'est important de se rappeler pourquoi on étudie les pratiques communicationnelles existantes. En effet, il faut se rappeler que le discours public sur les changements climatiques peut avoir des effets sur l'importance perçue des enjeux relatifs au changement climatique, sur l'attention et l'intérêt porté envers ces enjeux-là, sur les représentations sociales des changements climatiques, des enjeux affiliés aussi, sur la perception des risques, de leur gravité, puis même sur les comportements d'adaptation et d'atténuation. Donc, sans pouvoir dire que la communication publique soit un outil persuasif qui vise le changement de comportement, on comprend quand même qu'il représente un aspect pertinent de l'équation et que ça vaut la peine de l'investir et de s'assurer qu'on fait quelque chose d'efficace à travers ça. Puis, pour essayer d'améliorer les pratiques communicationnelles, c'est important dans un premier temps de commencer par regarder ce qui se fait en ce moment. Dans ce cas-ci, on a regardé plus spécifiquement le discours médiatique sur les changements climatiques par l'entremise du discours journalistique. En effet, encore aujourd'hui, les médias représentent souvent le seul point de contact de la population avec les discours scientifiques et politiques sur le sujet. Les médias sont d'ailleurs perçus comme ayant la responsabilité de parler de changement climatique puis l'autorité nécessaire pour le faire aux yeux de la population. Ils représentent ainsi une grande partie du discours public sur les changements climatiques auquel la population a accès.
D'ailleurs, on a aussi constaté dans une de nos enquêtes que 69% des Québécois utilisaient directement les médias traditionnels pour s'informer à propos des changements climatiques. Puis on s'est basé sur le discours journalistique parce que il est souvent considéré comme un proxy pour rendre compte du discours médiatique, puisque les journaux à grande circulation tendent à influencer l'agenda des médias télévisés en ligne, puis le discours, l'attention et les perceptions du public, incluant celles des décideurs. Donc voilà. Qu'est-ce que la pandémie a eu comme impact sur la communication des changements climatiques dans les médias? Mais dans un premier temps, puis c'est un peu préoccupant, on a constaté une diminution de 50% de la présence des changements climatiques dans les médias durant les 2 premières années de la pandémie. En creusant un peu, on voit en fait que la présence des changements climatiques dans l'espace public connaît beaucoup de variations, puis est lourdement donc influencée par des événements externes. On a connu des diminutions similaires, notamment en 2007-2008, puis on commençait à avoir une diminution similaire s'installer depuis septembre 2019, donc avant même l'arrivée de la pandémie. Ça nous permet de comprendre que la place des médias des changements climatiques dans l'espace public est sujette aux instabilités, puis est quand même très fragile. Par contre, en contrepartie, on trouve aussi au même moment une plus grande proportion de textes d'opinion, comme les chroniques, les éditoriaux, qui sont passés de 18 à 30%, aux dépens des textes purement factuels, qui, eux, sont passés de 82 à 70% au cours de la période, donc 2 ans avant la pandémie, puis 2 ans après le début de la pandémie. Ça suggère donc un certain engagement des journalistes sur le sujet. De manière similaire, on voit aussi que la proportion d'articles qui ont adopté un ton neutre a largement diminué entre les 2 périodes étudiées. Par contre, cette diminution-là s'est accompagnée d'une augmentation notable de la proportion d'articles qui, eux, parlaient de changement climatique avec un ton plus négatif. Donc, le ton négatif prédomine en ce moment dans les médias. Parmi les autres changements notables qu'on trouve, on trouve notamment le recours accru à des messagers pour porter les messages relatifs à la crise climatique dans les articles journalistiques, qui sont donc passés de 43% des articles à 56% des articles. Parmi les messagers les plus fréquemment utilisés, on trouve, comme on peut le voir ici, les scientifiques, les élus, les fonctionnaires fédéraux et municipaux, ainsi que les porte-paroles issus du milieu privé. Fait surprenant, les intervenants du secteur de la santé publique, sont très faiblement mis à contribution dans les articles, donc ils représentent moins de 1% des articles, aucun changement là, entre les 2 périodes. Ce qui est surprenant, considérant, comme on va pouvoir y revenir plus tard, là, la place prédominante de la santé dans les changements climatiques. Puis aussi, comme vous allez pouvoir le voir au fil de cette présentation, il y a des petits enjeux dans le choix de certains de ces messagers-là, notamment en termes de pertinence puis de confiance aux yeux de la population. C'est aussi intéressant de noter l'émergence de certains enjeux qui étaient presque totalement absents du discours médiatique avant la pandémie, comme c'est le cas, par exemple, pour les systèmes alimentaires. Les préoccupations élevées concernant la sécurité alimentaire pendant la pandémie peuvent potentiellement expliquer cette progression. Par contre, de l'autre côté, au même moment, même si on note aussi une augmentation du discours sur les impacts des changements climatiques sur la santé physique, je pense que c'est encore plus important de noter que leur présence reste vraiment limitée. Encore plus pour ce qui est des impacts à la santé mentale, à la vie au quotidien, les impacts sociaux, etc. Ce qui est surprenant, on va se le dire, considérant la place que la santé a prise pendant la pandémie, tous les enjeux sociaux qui sont ressortis, les aspects relatifs au mode de vie, etc. En plus, considérant le rôle, comme je disais, de la santé dans la crise climatique, selon la population, il semble y avoir un manque à gagner à ce niveau-là. Autre tendance un peu inquiétante, on note une diminution du discours entourant les solutions pour faire face au changement climatique, particulièrement au niveau de l'adaptation qui était déjà sous-représentée. Non seulement ça, mais on constate davantage de solutions internationales que locales, un discours plus négatif concernant les solutions présentées, un discours plus limité concernant les co-bénéfices de ces solutions-là. Donc, plusieurs changements pas nécessairement favorables à la mobilisation climatique. Maintenant, outre les pratiques communicationnelles actuelles, il faut aussi prendre le pouls des enjeux populationnels qui peuvent affecter aussi l'adoption de mesures d'adaptation, parce qu'il va falloir en tenir compte dans l'élaboration des stratégies de communication sur les changements climatiques. Pour ça, on a réalisé, comme je le disais, 4 enquêtes populationnelles pendant la pandémie
pour évaluer d'une part l'état psychologique de la population par rapport au changement climatique et à la COVID, et d'autre part pour étudier les freins et les barrières à l'engagement environnemental. Comme vous pouvez voir ici, donc on a 2 études qui ont été menées par Mélissa Généreux et le baromètre de l'action climatique en 2021 et 2022 qui a été inclus, qui a ajouté des questions spécifiques pour cette étude-là, qui a été menée par Valérie-Anne Champagne-Saint-Arnaud. Tout d'abord, on constate qu'il y a une fatigue climatique qui prend de l'ampleur. Comme on peut voir, la fatigue pandémique était encore plus grande, mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre à la légère la fatigue climatique qui s'instaure. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'en fait, il y a 27% des Québécois qui sont en surcharge informationnelle concernant les changements climatiques. Ils sont fatigués d'en entendre parler, puis ils sont fatigués d'en parler aussi. En plus de ça, 19% des Québécois se sentent épuisés de suivre tous les règlements autour des changements climatiques, fatigués de faire des sacrifices pour les plus vulnérables ou ils sont tout simplement démotivés. C'est ce qu'on appelle la fatigue climatique comportementale. Ça, bien évidemment, ça entraîne des conséquences, comme on a pu le voir, par exemple, pendant... Ça s'est traduit, par exemple, en réduction de l'adhésion aux recommandations de santé publique, à des frustrations, à une perte de confiance, à une perte d'intérêt, à des enjeux de santé mentale, mais aussi à des enjeux concernant la désinformation, la polarisation, etc. La crise climatique entraîne aussi de nombreux événements perturbateurs qui ont chacun le potentiel d'affecter la santé mentale. On a constaté notamment que les 3/4 de la population vivent avec de l'éco-anxiété à divers degrés. Puis, selon les événements, on voit que ça peut aller jusqu'à 62% qui en vivent de façon significative, donc à des degrés très élevés. Même si l'éco-anxiété, c'est avant tout une réaction utile et normale qui peut favoriser l'action, reste que l'éco-anxiété, ça a des impacts, des conséquences sur le bien-être, sur la santé mentale, et donc il ne faut pas le négliger. On sait aussi d'ailleurs que les médias et les communications publiques sont pour beaucoup dans l'augmentation de l'éco-anxiété. Donc, il faut prendre ça en compte quand on parle de changement climatique pour pas aggraver ces sentiments-là. On constate aussi que les personnes qui ont vécu des perturbations à cause des changements climatiques sont plus nombreuses à rapporter des symptômes d'anxiété ou de dépression majeure. Par exemple, ceux dont la santé a été affectée par les changements climatiques sont 60% plus nombreux à rapporter des symptômes de dépression majeure. Ceux qui ont été affectés financièrement sont 2,5 fois plus nombreux à rapporter la même chose. Sachant que près des 2/3 de la population ont rapporté des impacts des changements climatiques, c'est plutôt préoccupant. Ces enjeux de santé mentale-là associés au changement climatique peuvent, oui, d'un côté favoriser l'action, mais d'un autre côté viennent aussi avec des craintes plus fortes, une sensibilité accrue, puis parfois même un trop-plein caractérisé par une paralysie face à l'action. Il faut donc en tenir compte quand on parle de changement climatique. Bon, heureusement, alors que la fatigue climatique et l'aggravation de l'état de santé des individus peut mener à un désengagement de la population envers les changements climatiques, on a constaté que plus de la moitié de la population, donc environ 51%, demeure prête à apporter plusieurs changements à son mode de vie pour contribuer à la lutte au changement climatique. Plus que ça encore, la population se montre très critique par rapport à l'inaction à la fois des entreprises, des gouvernements et des individus, comme on peut le voir sur cette diapo-là. On voit que la grande majorité des Québécois souhaitent que ces acteurs s'engagent davantage. Donc, il y a une volonté de changement qui va même, comme on peut le voir ici, jusqu'à être prêt à payer davantage d'impôts pour financer certaines mesures d'adaptation, par exemple. Par contre, dans les faits, même si les individus disent s'engager puis souhaiter davantage d'engagement climatique, il y a certaines limites, notamment concernant la compréhension de la plus-value des mesures, leurs coûts personnels et sociaux, à la fois en termes financiers, en termes d'implication dans la vie quotidienne et tout ça. Donc, plus les changements, plus les mesures d'adaptation et d'atténuation viennent affecter la vie individuelle, les pratiques quotidiennes, plus le soutien devient un peu plus difficile à certains égards.
Par ailleurs, même si les gens croient qu'il y a urgence d'agir, les Québécois sont de moins en moins nombreux à percevoir une menace climatique élevée à court terme pour eux-mêmes. Ils estiment en effet davantage que la menace est plus grande pour le monde et même le pays que pour eux et leurs familles. Cette distance psychologique-là avec les changements climatiques est moins grande chez les jeunes puis chez ceux qui ont vécu des événements météorologiques extrêmes, mais demeure quand même préoccupante puisque la motivation à agir concrètement et localement tend à diminuer. On constate aussi que la distance psychologique varie selon les enjeux relatifs au changement climatique. Par exemple, les vagues de chaleur sont de loin l'enjeu pour lequel on a le plus de risques perçus, alors qu'à l'opposé, très peu de personnes perçoivent les risques associés à l'érosion côtière, par exemple, ce qui peut donc freiner l'action climatique par rapport à certains enjeux. Encore une fois, une piste d'explication de cette distance psychologique-là réside dans la manière dont on peut parler des changements climatiques. En effet, on voit notamment dans la recension médiatique qu'on tend à entendre parler davantage des impacts internationaux, de certains types d'enjeux plus que d'autres, de certaines mesures d'adaptation, d'atténuation ailleurs. Et donc, ça fait en sorte qu'on n'a pas l'impression que c'est des enjeux pour lesquels on est à risque ici. C'est donc important dans les efforts de communication de travailler à rendre les risques plus concrets, locaux et personnels, sans pour autant générer un vent de panique non plus. Donc, il faut un certain équilibre. Un autre enjeu qu'il faut prendre en compte quand on parle de changement climatique, c'est le niveau de littératie climatique de notre public, c'est-à-dire leur niveau de connaissance par rapport au changement climatique, leur niveau de compétence pour faire sens des informations disponibles, puis leur capacité à mobiliser ces connaissances-là. Ce qu'on constate à ce niveau-là, c'est au niveau de la population, il y a un niveau de connaissance relatif au changement climatique qui est plutôt bas, particulièrement en ce qui a trait à l'adaptation et aux populations vulnérables. Vous pouvez voir à l'écran une infographie qui représente la proportion de la population qui estime pouvoir expliquer facilement certains concepts relatifs au changement climatique. Donc, même si les gens sont généralement conscients de l'existence des changements climatiques, de la responsabilité de l'activité humaine dans cet enjeu-là, plusieurs concepts demeurent flous. Notamment, dans une des études, on a vu que 22% des répondants ont indiqué ne jamais avoir entendu parler d'adaptation au changement climatique. 36% ont indiqué n'en avoir que peu entendu parler. Donc, il y a quand même plus de la moitié de la population qui avait des connaissances très, très limitées à cet égard-là. Dans cette même étude-là, on voit que près de la moitié des répondants identifiaient aussi à tort la tarification du carbone comme étant une politique d'adaptation, donc 46% des répondants. Puis, 49% identifiaient à tort les infrastructures pour la protection contre les inondations comme étant des politiques d'atténuation. On voit donc que c'est pas évident d'associer les événements météorologiques au changement climatique. Par exemple, c'est plus difficile pour les inondations que les vagues de chaleur, comme on a pu le voir. Aussi, le fait que près de 2/3 de la population croient à tort que les changements climatiques affecteront l'ensemble de la population de façon plutôt égale, ça fait en sorte que ça peut freiner l'adoption de mesures adéquates pour protéger les populations plus vulnérables ou, à l'inverse, favoriser celles qui creusent les inégalités sociales de santé. On constate aussi que certaines croyances qui sont passibles de freiner l'action climatique demeurent présentes, même si en moindre mesure, mais elles demeurent présentes, comme par exemple 20% de la population disait qu'il était trop tard pour lutter contre les changements climatiques. C'est une proportion qui est un peu en légère hausse. 19% qui pensent que le Québec n'est pas responsable des émissions, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est pas ici qu'on en génère le plus, etc. Il y a encore 16% qui pensent que les changements climatiques sont un phénomène naturel pour lequel l'humain n'a rien à voir ou rien à faire. On voit qu'il y a quand même 42% qui sont ce qu'on appelle des techno-optimistes, donc qui ont un biais à cet égard-là, pensant que les technologies peuvent être suffisantes pour permettre de régler l'ensemble des enjeux relatifs au changement climatique. Tout ça, bien évidemment, ça peut mener à des enjeux en termes de mobilisation, notamment à travers une sous-estimation des risques des changements climatiques et des préoccupations, dont l'urgence d'agir. Reste que la science du climat et des enjeux relatifs au changement climatique demeurent très, très complexe et difficile à comprendre. Il faut donc évaluer ce dont notre cible a besoin comme information, comment la lui transmettre de façon intelligible pour elle. Bon, maintenant, on va vous parler de certains outils
concrets pour communiquer sur les changements climatiques, issus de 2 sondages expérimentaux qui ont été réalisés et qui ont étudié différentes façons d'aborder les changements climatiques. Donc, le cadrage santé, le cadrage économique, les messagers à privilégier, les effets d'image relatifs au changement climatique, etc. Donc, comme je le disais, on a testé différentes stratégies de communication concernant les changements climatiques. Puis plus spécifiquement, on a regardé si c'était pertinent d'en parler sous un angle santé, sous un angle économique, si c'était pertinent d'en parler, de faire parler différentes personnes, etc. On constate tout d'abord qu'aux yeux de la population, les changements climatiques sont avant tout un enjeu prioritaire de santé publique. Donc, il y a 83% de la population qui pense que c'est une urgence sanitaire avant tout. Donc, parler de changement climatique sous l'angle de la santé, ça serait logique. Non seulement ça, mais on constate qu'en parlant des impacts des changements climatiques sur la santé, on rapproche l'enjeu de nous. Donc, on augmente les préoccupations relatives au changement climatique, on diminue la distance psychologique, on augmente de façon indirecte le soutien aux politiques climatiques. Pourtant, ça reste un cadrage qui est très peu utilisé. Entre 2020 puis 2022, donc les 2 périodes couvertes, seulement 12% des articles parlaient des impacts des changements climatiques sur la santé physique. 3% en parlaient en termes d'impact sur la santé mentale. Donc, puis c'était encore moins important qu'avant. Donc, on voit qu'il y a vraiment des enjeux, un manque à gagner à ce niveau-là. Petite note, petite parenthèse, parler de changement climatique sous un angle économique, donc les impacts financiers pour soi, pour la société, etc., c'est aussi un autre cadrage qui avait déjà fait ses preuves dans le passé, mais qui s'est démontré comme étant utile et pertinent, puisqu'il permet de concrétiser les enjeux et donc de les rapprocher de soi. Et puis ça aussi, c'est un angle qui est encore sous-utilisé. On peut le voir ici, donc ça nous montre en fait la diminution de la distance psychologique quand on utilise un cadrage économique et sanitaire qui sont à peu près au même niveau versus aucun cadrage. Maintenant, qui devrait porter les messages relatifs au changement climatique? On constate à cet égard-là que ce sont les médecins qui semblent détenir la plus grande crédibilité et confiance du public pour parler de ces enjeux-là, ce qui est conforme avec les résultats mentionnés précédemment. Par contre, les messagers issus de la santé publique représentent moins d'1% des messagers utilisés dans les médias. Les scientifiques aussi bénéficient d'une bonne crédibilité, mais eux aussi sont sous-utilisés, quoique dans une moindre mesure, parce qu'on les trouve quand même dans 20% des articles analysés. À l'inverse, les fonctionnaires et les élus qui demeurent quand même très présents dans l'espace public médiatique sont ceux qui détiennent le moins de confiance de la part du public. Ça ne veut pas dire qu'ils ne devraient pas parler de changement climatique, qu'il faut les mettre à l'écart, mais simplement qu'il pourrait être pertinent de multiplier les voix pour parler de changement climatique dans l'espace public ou même de combiner les messagers pour pouvoir bénéficier des forces et des faiblesses de chacun. Enfin, après avoir montré à des répondants des images de leur résidence modifiées pour donner l'impression qu'ils avaient subi une inondation, on note des impacts positifs sur les préoccupations, sur la perception du risque et donc sur la distance psychologique aussi. On note aussi des impacts positifs sur les intentions comportementales, donc de vouloir adopter des mesures d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, et ce même de façon durable. Ce type d'image-là vient en effet rapprocher les conséquences des changements climatiques de la réalité de l'individu. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut tirer de l'étude qu'on a réalisée pour améliorer les pratiques de communication climatique et favoriser l'adaptation et l'atténuation? On a formulé 9 grandes recommandations qui intègrent non seulement les résultats de ce projet, mais aussi les bonnes pratiques déjà connues et documentées. Ces recommandations-là, on les a regroupées en 3 grandes sections. Donc, les bonnes pratiques générales de communication climatique, la communication des risques climatiques et la communication de l'adaptation climatique. La première recommandation, c'est d'adapter sa stratégie communicationnelle aux différents publics cibles. Pourquoi? On l'a démontré, on en parle, on le sait. On fait face à une population qui est hétérogène et donc on ne peut pas utiliser une solution, une stratégie unique pour s'adresser à tout le monde. Il faut être capable d'adapter notre stratégie et pour ça, il faut détenir une bonne connaissance du groupe auquel on s'adresse et qu'on veut rejoindre. Donc, par exemple, leurs attitudes environnementales, leurs croyances, leurs valeurs, leurs comportements liés au changement climatique. Ça peut être au niveau des changements climatiques de manière générale, mais aussi à propos d'enjeux plus spécifiques. Donc, si on veut regarder le verdissement, si on veut regarder les vagues de chaleur, etc., il faut aller plus spécifiquement.
Ensuite, ça va nous permettre de choisir une stratégie de communication qui va être en adéquation avec les caractéristiques du groupe pour favoriser son engagement. Donc, choisir un cadrage des messagers, un ton qui est adapté. Par exemple, si on parle à des partenaires au ministère de l'Économie, le cadrage économique va vraisemblablement être plus pertinent qu'un cadrage simplement environnemental. Si on parle à des partenaires municipaux, considérant que la santé ne fait pas partie de leur domaine d'action ou de leur priorité première, trouver une autre porte d'entrée peut être plus pertinente, comme par exemple le bien-être, les environnements favorables ou la gestion des eaux de pluie. Ultimement, on parle de la même chose, mais on adapte notre vocabulaire pour qu'il corresponde au leur. Pour arriver à faire ça, donc à trouver les bons angles d'approche et tout ça, ça devient vraiment, vraiment intéressant et pertinent aussi d'intégrer les membres du groupe auquel on veut s'adresser ou à tout le moins de les consulter pour savoir, parce que nous, on n'est pas des experts de leurs préoccupations, de leurs connaissances. Donc, en les intégrant, que ce soit de façon plus proactive ou à un niveau plus limité, ça aide déjà beaucoup. Ensuite, ça va être important aussi de doser l'intensité des communications. Il y a beaucoup de contenu. On est bombardé de messages dans les médias un peu partout et tout ça. Il y a beaucoup d'enjeux en concurrence, que ce soit changement climatique ou autre. On est donc en situation de surcharge informationnelle par rapport au changement climatique, mais par rapport à plusieurs enjeux prioritaires. C'est un frein à la communication efficace. Ça finit par perdre la saillance de l'enjeu. Il y a une certaine lassitude qui s'instaure. Il y a une perte d'intérêt, voire un rejet qui peut s'instaurer aussi. Donc, on va privilégier la qualité plutôt que la quantité. On va mieux parler de la crise climatique, pas nécessairement viser à en parler, à être partout, tout le temps et tout ça, mais s'assurer d'en parler d'une façon qui va être pertinente, bien reçue et utile. D'ailleurs, un des éléments qu'on note, c'est que l'information qui est transmise sur les changements climatiques est parfois perçue comme étant plate, inintéressante, peu pertinente, répétitive. On ne veut pas perdre notre public parce qu'on n'arrive pas à l'intéresser en premier lieu. Ensuite, on va essayer d'opter pour un ton réaliste, mais optimiste. Donc, on veut être réaliste quant aux causes et aux effets de la crise climatique. On ne veut pas non plus jouer les autruches qui se cachent la tête dans le sable. Par contre, si on fait juste parler des enjeux et tout ça, des problèmes à quel point ça va mal et tout ça, on peut générer un sentiment d'impuissance, un sentiment d'éco-anxiété et tout ça qui va venir miner l'action, l'engagement et tout ça. Donc, il ne faut pas oublier de nourrir un espoir lucide par rapport à ça. Donc, toujours inclure un discours sur les solutions, sur leur mise en œuvre avec une optique très, très concrète parce que c'est facile de dire « faut faire ci, il faut faire ça, mais concrètement, comment ça s'installe dans le quotidien? C'est ça qui est beaucoup plus difficile à comprendre et à intégrer. Ensuite, on va privilégier des messagers qui sont crédibles et bien outillés. Donc, on va revoir on l'a mentionné, qui sont les messagers qui sont les plus présents en ce moment, pourquoi il y a des enjeux par rapport à ça. On va essayer de privilégier des messagers qui sont davantage issus du milieu de la santé, si possible, ou du milieu scientifique pour augmenter la crédibilité, la pertinence des messages. Sinon, pour les autres, on peut penser à faire des alliances possibles avec les élus, les gestionnaires publics pour favoriser ces messages-là. On doit vraiment s'assurer, dans tous les cas, de choisir des messagers qui sont crédibles et de confiance selon le groupe auquel on va s'adresser parce que ça peut varier. Autre point important, c'est pour les messagers, on va s'assurer de les former aussi parce que c'est pas donné à tout le monde de savoir bien communiquer efficacement pour générer une mobilisation puis un engagement. Donc, on va essayer de les accompagner à ce niveau-là. Donc, médias, décideurs publics, élus, réseau de la santé, enseignants, météorologues, gestionnaires, environnementalistes, etc. Ensuite, comme je le dis, on va mieux informer au sujet de la crise climatique puis des enjeux afférents. Donc, on l'a dit, il y a un enjeu au niveau de la littératie climatique qui est relativement faible, sauf que ce manque de connaissances-là, de compétences-là, ça nuit à la mobilisation. Donc, on veut favoriser la compréhension des risques et des solutions, ce qui va être plus favorable à la mobilisation climatique. On va s'assurer
de faire attention à simplifier la science climatique parce que c'est des enjeux complexes, il y a beaucoup d'incertitudes, c'est un langage qui est très technique. Donc, on va s'assurer d'adapter notre niveau de langage pour être en mesure d'informer de façon adéquate. On va aussi travailler à concrétiser les effets locaux de la crise climatique parce que la distance psychologique nuit aussi au sentiment d'agir. Donc, on va réduire la distance psychologique en rendant les conséquences des changements climatiques plus concrètes et personnelles pour les individus, en s'assurant que ce qu'on présente est en adéquation avec les préoccupations des individus, donc, que ce soit sur le plan de la santé, sur l'économie, de l'environnement, etc. On va aussi essayer d'adopter un point de départ qui va être facilement lié au changement climatique déjà ressenti dans l'esprit des gens pour vraiment faire les liens puis commencer à mieux imbriquer les différents enjeux les uns aux autres. Donc, comme par exemple, on a vu les vagues de chaleur sont plus facilement liées au changement climatique que l'érosion côtière et tout ça. Donc, on va prendre des portes d'entrée qui sont déjà bien ancrées dans l'esprit des gens. On peut aussi utiliser des images pour illustrer les effets proximaux des changements climatiques. Donc, présenter l'évolution des cartographies des îlots de chaleur, des zones inondables, des images des faits des changements climatiques à proximité des individus, etc. Il faut par contre faire attention aux effets adverses quand on met l'accent sur les effets des changements climatiques. On ne veut pas générer d'éco-paralysie, de déni donc, ou de banalisation, etc. Donc, il ne faut pas oublier d'intégrer un discours sur les solutions au même moment. À cet égard-là, ben justement, on va privilégier la communication de solutions collectives plutôt qu'individuelles. Donc, de par le passé, on a mis beaucoup d'accent sur les petits gestes, les gestes individuels et tout ça. On ne veut pas dire que c'est pas important. On le sait que ça a son poids, que ça finit par que ça a une importance, mais on veut éviter de surresponsabiliser l'individu en misant principalement sur les comportements individuels, puisque ça a un effet de découragement. Ça peut générer des réactions adverses, ça peut créer une certaine déresponsabilisation, alors qu'on le sait que c'est l'effet de groupe non seulement individuel, mais le rôle des gouvernements, le rôle des entreprises qui va ultimement contribuer à faire la différence. Donc, on veut travailler tout le monde ensemble à ce niveau-là. Et ça peut donc être pertinent de revoir le rôle de l'individu dans l'adaptation et l'atténuation au changement climatique pour que l'individu devienne principalement un soutien social envers Maxime, on a perdu, excusez-nous, on a perdu le contact, on dirait, ou la connexion semble difficile avec Maxime. Est-ce que Maxime, tu nous entends? Donc, écoutez, on va simplement prendre quelques secondes là, pour voir si Maxime va se joindre de nouveau à nous. Je suis persuadé qu'elle va trouver une solution pour... Ah, elle est totalement disparue. Donc, écoutez, on va passer quand même, en tout cas, là, dans le fond, j'essaie de voir, on a un petit problème. Donc, pensez déjà à vos questions. Je vais juste vous indiquer quand on va être tout à l'heure, lors de la période de questions, là, Maxime va revenir avec nous. Vous allez pouvoir soit utiliser la main, je ne sais pas si vous êtes habitué avec ça, la main, on l'a dans l'onglet réaction en bas quand on est sur un ordinateur. Sinon, vous pouvez écrire dans le chat, j'ai une question. Puis, si vous avez ni un ni l'autre, ces deux façons de fonctionner ne marchent pas, vous allez pouvoir aussi ouvrir votre micro, puis dire que vous avez une question. Puis moi, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les tours de parole. Donc, on est désolé. Je pense que ça devrait se régler sous peu.
Donc, on a une quarantaine de participants aujourd'hui. Vous êtes un beau mélange, en fait, de membres de l'Institut EDS qui sont un petit peu plus au Québec et aussi des membres du réseau UNICE à l'international. Donc, c'est vraiment intéressant. On vous remercie d'être là. On va attendre encore quelques secondes. Oui, j'aurais le goût peut-être de prendre une intervention, mais là, ça va être plus, va faire plus un peu sous mode discussion. Peut-être qu'est-ce que la présentation vous amène comme réflexion là, sur la communication face au changement climatique. Donc, on a une main levée. Carole Lavoine, vous pouvez y aller. On vous écoute. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Moroun, précisément depuis la ville de Yaoundé. J'ai été particulièrement marqué par cet échange. Et ma principale préoccupation est de savoir quels sont les défis de la communication climatique à l'ère où, dans certains pays en voie de développement qui n'ont pas accès aux infrastructures de communication, quels sont les défis de la communication climatique pour les pays en voie de développement qui n'ont pas encore un système développé en termes d'infrastructures de communication? Est-ce que vous avez des éléments de réponse à apporter? Est-ce que vous avez Des propositions? Des propositions. Qu'est-ce qui se fait chez vous, par exemple? Allô? On vous écoute, Carole. Peut-être non seulement je prends un exemple. Ici, chez nous, au Cameroun, nos stations météorologiques ne sont pas opérationnelles et les populations ont du mal à prendre des décisions en ce qui concerne les mesures d'adaptation au changement climatique. Donc, il y a une faible communication climatique, surtout en ce qui concerne la publication des alertes météorologiques. Il y a certaines zones où le réseau n'est pas accessible. Comment ils peuvent faire pour s'adapter au changement climatique au même titre que les autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un élément de réponse par rapport à la question de monsieur? Parce qu'on aurait aimé ça de poser à notre intervenante, Maxime. Là, on attend toujours qu'elle se rejoigne, qu'elle se joigne de nouveau à nous. On s'excuse pour les. Ouais. Oui, Edem. Oui, je veux bien tenter en fait une suggestion ou des suggestions. Je sais que dans le contexte africain, lorsqu'on compare en fait comment ça se passe en fait en Occident, on se dit on devrait faire exactement comme ça se passe en fait au Québec, en France, etc. Alors qu'on a par exemple en fait des radios communautaires en Afrique qui marchent très bien, mais qu'on n'exploite pas à plein potentiel. Parce que justement, on a disons, des populations qui sont touchées par les changements climatiques, mais qui sont peut-être dans les contrées un peu plus reculées. Puis on pourrait justement mettre à profit en fait ces radios communautaires. Je me souviens qu'il y avait un projet qui avait été financé par l'AFD. C'était un projet qui avait été financé dans 9 pays africains pour faire en sorte que les radios communautaires puissent être autant présentes localement que sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui ferait en fait de pouvoir toucher deux cibles ou deux types de cibles à la fois. Donc, je pense qu'il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là pour peut-être déjà prioriser ce qui existe chez nous en Afrique, pour voir comment est-ce qu'on pourrait peut-être le développer beaucoup plus. Puis ensuite, on pourrait ajouter évidemment tout ce qui se fait en Occident pour créer peut-être ce pont-là, mais justement qu'on ne fasse pas du copier-coller parce que les contextes sont assez différents, les populations sont différentes et les réactions sont également différentes. Donc, je vais juste m'arrêter là puisque Maxime est là. Merci beaucoup, Edem. Donc, écoute, Maxime, on a eu un petit problème technique. Donc, bon retour. Puis, entre-temps, on a eu une intervention de Carole
d'un intervenant qui demandait c'est quoi les défis de la communication climatique, notamment pour les pays en voie de développement où les voies de communication, des fois, sont un petit peu moins développées. Puis notre collègue Edem a pu apporter certains éléments de réponse. Donc, je pense à ce stade-ci, je t'inviterai, Maxime, à juste terminer ta présentation. Il te restait deux diapos, je pense, sur les recommandations. Oui, exactement. C'était pas grand-chose. Là, vous aurez compris que c'est mon ordinateur qui m'a lâché, donc je suis sur mon téléphone cellulaire, mais c'est pas grave. C'était juste deux dernières diapos, donc je peux vous les dire comme ça, mais en gros, c'était vraiment simplement sur le niveau d'engagement requis. Donc, il faut faire attention à doser le niveau d'engagement requis, pas demander trop des bouleversements trop importants aux habitudes ou au mode de vie. Travailler surtout sur augmenter l'acceptabilité sociale quand il y a des changements plus gros qu'on veut faire, puis miser sur l'efficacité des mesures d'adaptation proposées, les co-bénéfices, les opportunités climatiques quand on demande des changements qui sont plus gros. Puis sinon, le dernier point, c'était de miser sur la solidarité sociale. Donc, on a une prédisposition de la population, un cadrage qui mise sur la solidarité, sur l'empathie, sur la protection des individus plus vulnérables. Donc, ça vaut la peine de tenter de miser là-dessus puisque c'est un cadrage qui fonctionne aussi très bien. Donc, voilà. Puis, désolé encore pour le petit problème. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, écoutez, on avait commencé à discuter, comme je le disais tout à l'heure, mais là, on va passer plus à la période vraiment de questions, commentaires par rapport à la présentation. Donc, je vous ai déjà expliqué, là, vous pouvez lever la main, ouvrir votre micro, il y a différentes façons. Vous pouvez écrire dans le chat aussi. Moi, je vais y aller par les tours de parole. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se lancer? Oui, Dominique, Monsieur Lejeune, on vous écoute. Oui, bonjour. Deux petites questions. La première, le rapport scientifique que vous avez montré, d'où proviennent les résultats, est-il disponible au grand public? On est en train de le finaliser, il va être disponible sur la plateforme d'Urana sous peu. Donc, ça ne sera pas très long. Parfait. Et ma deuxième question, c'est peut-être connaissez-vous le mouvement des fresques qui vient un peu d'Europe et qu'on voit de plus en plus au Québec. Au niveau communicationnel, quand on parle d'augmenter la littératie justement des communautés, est-ce que vous voyez il y a beaucoup d'aspects positifs, mais est-ce que vous voyez des enjeux peut-être plus négatifs où il faut faire attention par rapport à ces activités-là? Ben, c'est des super belles initiatives et tout ça. Donc, tu sais, le principal point plus, je vais dire négatif, mais c'est le manque de temps, en fait. C'est que c'est des initiatives qui sont très lourdes à instaurer, à mettre en place, à organiser, qui nécessitent de prendre vraiment beaucoup de temps dans son horaire pour être capable de participer et tout ça. Et puis, on le sait, ça dépend de qui on veut rejoindre à travers ça, mais les personnes qui vont être plus disposées à participer à ce genre d'événements-là sont des personnes qui ont déjà une certaine sensibilité puis une certaine ouverture à l'action climatique. Donc, plus on va dans des engagements plus grands, plus on va rejoindre des personnes qui vraisemblablement sont déjà plus engagées, tout ça. Donc, c'est pas nécessairement un point négatif qu'un petit bémol, faire attention à certains égards. Parfait, merci. Donc, il y a plusieurs personnes, en fait, Maxime, qui demandent si ce serait possible d'avoir accès à la présentation suite à... Oui, tout à fait, ça va me faire plaisir de te l'envoyer, Jason, puis tu pourras relayer. Oui, je vais l'acheminer à toutes les personnes qui sont présentes ici. Donc, il y avait une question de Salifou Sanogo. Juste savoir si on peut avoir quelques propositions liées à l'agriculture. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y avait des exemples à donner qui étaient plus en lien avec l'agriculture. Dans quel sens? Est-ce que c'est possible d'avoir la personne qui a posé des questions? Oui. Est-ce que c'est plus d'explications sur la question, si ça ne vous dérange pas? Oui, Monsieur Sanogo, je viens de vous demander d'ouvrir votre micro si vous souhaitez. Là. Il n'y a pas d'obligation, mais ça permettrait de bien comprendre votre question. Oui. Oui, bonsoir. Je voudrais féliciter Madame pour sa communication. Merci. En fait, c'est juste faire le lien avec le Burkina Faso. Voilà, ici, chez nous au Burkina Faso, dans un pays sahélien, quand on parle de stratégie d'adaptation, c'est surtout beaucoup l'accent est mis sur l'agriculture. Voilà, par exemple, il y a les techniques aux ail, il y a les cordons pierreux,
Voilà, pour pouvoir améliorer la production. Voilà pourquoi la communication était intéressante. Je voudrais savoir au niveau du Canada, est-ce que on peut faire, il y a des propositions par rapport à l'agriculture. Comment les stratégies sont faites par rapport à l'agriculture québécoise? Voilà, c'est surtout ça. Mais merci pour votre question, c'est très gentil. J'avoue que ce n'est pas un domaine dans lequel je suis particulièrement ferrée à ce stade-ci. OK. C'est certain que c'est vraiment... Oui, c'est ça, je suis désolée, je ne suis pas tout à fait en mesure de répondre. D'accord, il n'y a pas de problème. Désolée. Merci. Merci, M. Sonago. Donc voilà, on va passer à une prochaine question. Oui, M. Carole, oui, vous pouvez y aller, on vous écoute. Toujours dans la même perspective, ma question est de savoir comment promouvoir la communication dans les communautés reculées qui ont de la peine à écouter une langue comme le français. Comment promouvoir la communication climatique au sein des communautés qui ont de la peine à s'exprimer, à écouter la langue française? Ça, c'est d'un. Et de deux, aussi pour les communautés qui sont anglophones, puisque le Cameroun est un pays bilingue. La majorité des communications qu'on fait sont en français. Et ceux qui ne comprennent pas le français, les anglophones, ils ont du mal à s'adapter parce qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre le message qui provient des différents canaux de communication climatique. Oui, mais c'est vraiment important. Merci pour votre question. C'est une très bonne question. C'est très important d'être en mesure d'adapter le message aux différents publics et ça inclut notamment la langue, donc être capable d'adopter la bonne langue et les bons canaux de distribution. Donc, c'est sûr que c'est important d'être capable d'aller rejoindre ces personnes-là. Nous, ce qu'on recommande dans des cas où est-ce que c'est des communautés qui ne sont pas nécessairement en contact avec les médias de grande distribution et tout ça pour diverses raisons, c'est de ne pas hésiter à aller au niveau communautaire. Il y a des organismes communautaires qui, eux, sont très, très bien établis dans ces communautés-là, que ce soit ou les gouvernements locaux, etc. Donc, on n'a pas besoin toujours de passer par des canaux médiatiques ou de grande distribution. Ça vaut la peine, à certains égards, d'être capable d'aller plus dans l'individuel, plus dans l'informel ou de passer par d'autres canaux qui vont être donc des messagers locaux, d'où l'importance d'être capable d'adapter, de comprendre comment est-ce que ces personnes-là prennent leur information, dans quelle langue ils la prennent et auprès de qui, pour être capable de faire les bons choix. Mais donc, c'est normal que pas tout le monde soit rejoint à travers les canaux de grande distribution. Il faut passer par d'autres chemins dans plusieurs cas. Puis souvent, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais souvent, ce qu'on voit, c'est que dans certains cas, les populations les plus vulnérables vont avoir besoin davantage d'efforts de communication à ce niveau-là, puisqu'ils ne seront pas nécessairement toujours en contact avec ces grands médias-là, où il va falloir adapter le message davantage qu'on le ferait au niveau des populations plus générales. Merci beaucoup. Donc, on a une prochaine question de M. Sundi. Vous pouvez y aller, on vous écoute. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Je voudrais d'abord remercier, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. D'accord. Je voudrais d'abord remercier Mme Maxime pour sa très intéressante présentation. J'ai une question. En fait, quand vous dites qu'il faut préférer la qualité à la quantité des informations à destination du public ou de la population, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut réguler ça, puisqu'on observe un solde migratoire positif, mais mal maîtrisé dans la lutte contre le changement climatique, avec des personnages à profil divers et variés, de telle sorte que ceux-là qui véhiculent les informations ne sont pas forcément des personnes assez averties, mais qui apportent quand même une touche à la lutte contre le changement climatique. Qu'est-ce que vous préconisez après vos études que vous avez réalisées? Qu'est-ce que vous préconisez pour encadrer cette migration dans la lutte contre le changement climatique? Parce que pour moi, préférer la qualité à la quantité, c'est préférer les bonnes personnes pour l'information aux mauvaises personnes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, oui, donc.
Tout à fait. Là, pardonnez-moi si jamais il manque des éléments où j'ai pas compris votre question. La connexion, ça coupait par moment, donc n'hésitez pas à me reprendre ou à ajouter par après. Mais de ce que j'ai compris, vous vouliez savoir un peu quand on dit de privilégier la qualité par-dessus la qualité, c'est notamment en termes des messagers, des porte-paroles qui vont privilégier le message, qui vont porter le message. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En effet, il faut vraiment, c'est entre autres à travers ça qu'on va le faire. Puis, ben, comme vous l'avez dit, ces messagers sont pas toujours formés pour être capables de transmettre l'information. Et donc, il y a un travail de formation qui doit être fait pour être en mesure de les aiguiller. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une certaine crainte à prendre la parole, ou sinon il peut y avoir de l'information erronée qui va être transmise, qu'on veut pas ça. Donc, il faut être capable de leur transmettre l'information appropriée, puis leur donner le bagage nécessaire pour être capable d'accompagner. Je sais pas si ça répond bien à votre question, s'il y avait d'autres aspects que j'ai pas entendus. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci beaucoup, Maxime. Donc, on aurait le temps pour peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait une question? Oui, donc monsieur ou madame Cadet, vous pouvez y aller, on vous écoute. Je dis bonsoir Oui, on vous entend. vous tous. Merci, Madame Maxime, pour votre intervention. Je suis Cadet Berlin, haïtienne. Je suis étudiante en agronomie à Kiskeya. Alors, ma question, c'est, est-ce que, par exemple, dans notre pays, on a pu constater qu'il y a pas mal de déchets partout. Pensez-vous qu'il y a un grand effet sur le changement climatique? Comment aider aux gens de faire face à cette situation? Oui, c'est sûr, il y a plusieurs choses au niveau individuel qui peuvent être faites au niveau local, donc en termes de pollution plus active et tout ça. Mais les gros enjeux vont beaucoup être en termes de ce que les gouvernements peuvent mettre en place, de ce que les entreprises peuvent mettre en place. Puis, ben, faut pas oublier, faut pas négliger. Moi, je vous parle ici, mais d'un point de vue qui est très privilégié. On a ce luxe de mettre beaucoup d'accent sur les changements climatiques. Si je vois ma famille qui est au Liban, par exemple, étant donné l'ensemble des enjeux qui se retrouvent là-bas et tout ça, les changements climatiques, c'est difficile de les prioriser comme on peut le faire ici. Donc, il faut être en mesure de regarder aussi les enjeux concurrents qui viennent et avec lesquels ça peut être difficile de rivaliser. Tu sais, il y a des enjeux, par exemple, tu sais, si on est en récession économique, est-ce que la question environnementale va prendre le dessus par-dessus la question économique ou politique, etc. Donc, c'est toutes des réflexions à avoir à ce niveau-là. Puis, je pense que il faut faire attention à la surresponsabilisation de l'individu, mais essayer de mettre de l'avant, surtout de s'assurer que les gouvernements puis les entreprises puissent sentir le soutien social pour agir de façon plus importante, je crois. J'espère que ça répond à votre question. Oui, ça va, merci. 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 Donc, on a vraiment une dernière question. Mamadi Camara, vous pouvez y aller rapidement si vous êtes toujours là. On voit que vous avez ouvert votre caméra. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Je suis Camara Mamadi. J'appelle depuis Guinée-Conakry. Je suis ravi vraiment de participer à cette rencontre. Et d'abord, moi, je n'ai pas de questions. C'est juste une recommandation que je veux faire. D'abord, je remercie Madame pour sa brillante présentation et vraiment la communication enrichissante qu'elle a eu à faire. Mais ce que je souhaiterais que, vu vraiment l'utilité de tout ce que nous sommes en train de voir, apprendre avec vous en tant qu'apprenant,
Et nous souhaiterons que vraiment qu'il y a d'autres plateformes où nous pouvons vraiment interagir, apprendre et que toutes les communications, tous les documents y afférents soient communiqués, que soient partagés avec nous, nous permettant d'approfondir un peu nos connaissances afin vraiment d'être aptes à répondre vraiment à la vision de la plateforme unique, vraiment, parce que là, on comprend que vraiment les engagements et la détermination de l'équipe est vraiment salutaire. Je vous remercie. Merci à vous. Merci pour votre commentaire. Merci. Donc, écoutez, sans plus tarder, je voudrais remercier, en fait, on va terminer la rencontre incessamment. Donc, au nom de l'équipe d'UNICE, de l'Institut EDS et des universités partenaires, nous vous souhaitons vraiment bon succès, bonne continuation dans vos implications, dans votre engagement climatique. On remercie du fond du cœur Maxime Boivin pour la présentation qui a été très enrichissante. Puis, comme on l'a mentionné plus tôt, vous allez recevoir la présentation de Mme Boivin. Puis, je pourrais mettre le lien vers le site d'Ouranos aussi. Donc, vous aurez, pourrez aller voir lorsque le rapport sera prêt, vous pourrez avoir accès même au rapport. Donc, voilà. Puis merci beaucoup pour votre compréhension à travers les petits problèmes techniques qu'on a eus. Donc, on a réussi à bien s'en sortir. Donc, merci encore à tout le monde pour votre présence. Merci à Mme Boivin, puis au plaisir. Merci à tous. Bye bye.